Bienvenue, bienvenue à toutes et tous. Voilà, prenez place tranquillement. J'espère que vous avez trouvé votre père. Voilà. Qui n'a pas trouvé sa paire? Oula. Alors, ici, on a qui? Spirou. Qui est Spirou? Ah bah voilà, donc ça c'est ça c'est bon. Qui d'autre n'a pas trouvé ici? Ah, un orque qui cherche un humain. Il n'y a pas d'humain. D'accord, ici. Sam. Sam est là-bas. Ah bah voilà. Très bien. Et ici, Dupont. Ah oui, Dupont et Dupont. Alors il y a Yennefer ici. Qui est Gérald? Ici, David, toi c'est Pan. Ah, Pong. Ah, Pong. Astérix et Obélix ici. Bon. Pardon? Ah, Marge. Il y a Marge aussi et Homer. Très bien, des Simpsons. Ah, Monsieur Burns. Smither. Tu cherches? Ouais. Ansel et Gretel. Ici. Pardon? Watson. Non. Toujours pas. Bon. On ira pas retrouver. Hein. Ah, Tom. Olivier Tom. Ah, voilà. Il y a Jasmine aussi et Aladdin. Bienvenue. Ah oui, ici, vous avez Scully. Scully et Mulder. Ah bah voilà, c'est votre binôme. Très bien. Bon, bah en tout cas, merci de vous être prêtés au jeu. Bienvenue en tout cas à cet événement Game On. Tous joueurs, tous professionnels. Ça va être une journée exceptionnelle hein, pour réfléchir ensemble à la découverte des synergies entre l'univers du jeu vidéo et du monde professionnel. Voilà, on va parler lors de cette matinée avec des intervenants de talent qui vont nous partager finalement leur passion. Hein. On va parler d'e-sport, on va parler de compétences, d'insertion professionnelle, notamment des jeunes, et puis d'Open Badge. Voilà pour le programme de la matinée, hein, jusqu'à peu près 12h30. Il y aura un petit cocktail qui vous sera servi juste au rez-de-chaussée. Alors on salue aussi ceux qui nous suivent sur Twitch. Voilà, hein, on est en live, c'est live streamé cette matinée. Donc on salue tout le monde qui nous suit. Et puis on remercie également le Cube hein, qui voilà, nous accueille aujourd'hui. On a la chance de pouvoir disposer de cet équipement sur le territoire de Tourcoing avec l'ensemble scolaire EIC, hein, le Cube, qui est un tiers-lieu éducatif, hein, qui est un des plus grands, selon moi, d'Europe, hein, parce que c'est assez exceptionnel, l'ensemble scolaire, d'avoir ce type de locaux, et surtout avec la philosophie ouverte du tiers-lieu, qui nous permet justement d'accueillir ce type d'événement pour créer le lien entre l'école, l'entreprise, l'environnement, l'écosystème et l'ensemble des partenaires et des professionnels. Donc voilà, je remercie en tout cas Bertrand et David et puis toute l'équipe du Cube en régie qui nous permettent de vivre cet événement. Et puis vous aurez l'occasion dans la journée de pouvoir aussi visiter les différents espaces hein, avec le Fab Lab, avec les différentes salles. Et cet après-midi, ça aura lieu au 2e étage du Cube EIC. On remercie également l'ensemble des co-organisateurs de cette journée. Nous représentons le collectif Play for Change, hein, qui est un appel à projet qui s'appelle Maraude numérique, dont Play for Change a été lauréat il y a maintenant plus d'1 an. Et donc c'est un ensemble de partenaires, notamment portés par l'APF France Handicap, le Tech Lab, mais également voilà, avec WeThink Design, Trésorium, les assembleurs, Level Up Cluster, Efficience et puis l'Agence nouvelle des solidarités actives. Et donc un projet qui est soutenu financièrement par le ministère du Travail, notamment la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, voilà, qui nous permet de vivre gratuitement hein, cet événement aujourd'hui. Et voilà, on reviendra un peu plus sur les enjeux du projet Play for Change au cours de la matinée. Alors pour commencer, je voulais aussi vous partager là, le
témoignage, ou en tout cas la citation de Karine Cellier, qui était l'ancienne haut-commissaire aux compétences, et qui justement avait déjà pointé le fait que les plateformes de jeu, l'e-sport, le streaming, pourraient permettre de valoriser aussi des compétences, et que jouer en ligne, c'est avoir des compétences de planification, d'organisation, d'esprit d'équipe, la capacité de challenge, la rapidité d'exécution, des compétences qui sont également attendues en entreprise. Et notre objectif est de refaire le lien avec l'entreprise, pas juste avec l'institution. Donc c'est aussi de cette intuition qu'est certainement émergé ce projet Play for Change. Alors pour me présenter rapidement, donc je suis Chris, je suis un membre du ce consortium, notamment avec Trésorium. Et voilà, je serai l'accompagnateur de cette matinée avec les intervenants. Alors à chaque intervenant, je poserai la question, quel est ton jeu préféré et quelles compétences ça te permet de développer. Voilà, si je dois me prêter à l'exercice, mon jeu préféré quand j'étais lycéen et gamer, c'était Warcraft 3, donc un jeu de stratégie en temps réel. Et donc dans les jeux de stratégie, on a besoin de collecter des ressources, de s'organiser, construire des unités, les gérer, et puis pour l'objectif dans les jeux souvent de battre l'adversaire. Mais si je dois faire le parallèle avec la création d'entreprise, c'est aussi les mêmes pour moi compétences, de pouvoir rassembler des ressources, de s'organiser pour ensuite atteindre son objectif, de pouvoir ici résoudre un impact social ou sociétal. Mais voilà, en tout cas, ça a certainement dû influencer mon parcours, ces jeux de stratégie. Alors vous-même, un petit sondage pour savoir, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo? Alors voilà, ceux qui ont déjà joué à un jeu vidéo, vous pouvez lever la main. Voilà, donc vous êtes quand même très nombreux. Alors peut-être qui n'a pas encore joué à un jeu vidéo, mais voilà, vous êtes beaucoup moins nombreux. Alors deuxième question, est-ce que vous êtes un gamer vous-même? Est-ce que vous vous qualifiez de gamer, donc de joueur, au-delà d'une pratique plus occasionnelle? Donc il y en a un peu moins, mais il y en a quand même, en tout cas des gamers ici dans la salle. Donc voilà, être gamer, ça peut se passer sous différentes modalités, différents contextes, différents aussi équipements. On peut jouer avec son smartphone aussi, on peut faire de la réalité virtuelle, jouer dans des bornes d'arcane, jouer à des consoles, jouer sur PC. Donc c'est vrai que c'est très large finalement l'univers du jeu numérique, du jeu vidéo. Voilà, sachez que là c'est une étude du syndicat national des éditeurs de jeux vidéo qui montre que déjà plus de 7 Français sur 10 jouent à des jeux vidéo. Donc finalement la France c'est on va dire une nation de gamers, on pourrait la qualifier, et c'est finalement aussi très intergénérationnel parce que toutes les générations jouent à des jeux vidéo. Donc ça concerne vraiment beaucoup de personnes. Et si je dois vous donner d'autres chiffres sur les motivations, pourquoi on joue aux jeux vidéo, la première motivation, c'est bien forcément de se divertir et de s'amuser, mais aussi de s'évader de son quotidien, de passer un moment convivial avec d'autres personnes, mais également de s'entraîner pour progresser, avancer et apprendre à devenir meilleur. Et donc, il y a aussi cette dimension où, ici vous avez un chiffre intéressant, 62% des Français considèrent que le jeu vidéo permet de développer des compétences. C'est en augmentation. Et donc, voilà, ce lien jeu vidéo et développement de compétences, c'est quelque chose qui est partagé maintenant par la majorité des Français. Alors, une autre petite question, est-ce que vous avez déjà fait de l'e-sport? Alors, l'e-sport, si on devait la définir, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Donc, c'est pas juste jouer, c'est aussi faire des LAN, faire des tournois en ligne. Donc, on a quelques joueurs e-sport, en tout cas, qui sont qualifiés de e-sport parce que selon le baromètre de France e-sport, qui chaque année dresse un peu les principaux chiffres du domaine, ça représente 11,8 millions à la fois de consommateurs et de pratiquants. Les consommateurs, c'est ceux qui regardent les compétitions de jeux vidéo, donc notamment sur Twitch, sur les plateformes. Donc ça représente 5,8 millions, mais également, il y a des consommateurs et des pratiquants, et également uniquement des pratiquants. Donc il y a eu aussi des études un peu plus fines sur cette population pour savoir finalement qui sont ces différentes catégories. Donc vous avez les joueurs grand public, c'est ceux qui jouent mais sans forcément être dans des classements ou des compétitions. C'est la majorité, c'est 7,8 millions. Et on voit qu'il y a une répartition genrée équitable entre 50-50 garçons et filles, et qui est
on va dire en termes de diversité générationnelle, très, très large. Vous avez l'e-sportif loisir. Là, on est sur des joueurs qui effectuent des parties classées, mais sans forcément s'inscrire à des compétitions organisées. Donc c'est vrai qu'avec les jeux en ligne, on peut être classé, mais sans forcément participer à des compétitions. Et là, on voit qu'il y a une plus grande proportion d'hommes et également un peu plus de jeunes. Et puis, quand on va un peu plus loin sur vraiment de l'e-sportif amateur, hein, donc des personnes qui vont notamment jouer à des tournois, être classés, etc., on se rend compte que finalement, c'est majoritairement des hommes, 93%, et majoritairement des jeunes de moins de 34 ans, qui représentent quasiment 100% des joueurs e-sportifs amateurs. Puis vous avez une quatrième catégorie qui n'est pas ici, hein, mais qui est vraiment les e-sportifs professionnels, qui eux sont dans des clubs e-sport et qui gagnent leur vie grâce à ça. Mais ça représente vraiment une infime partie. Ce qu'on peut constater en tout cas sur l'e-sport, c'est que c'est en forte progression, hein, d'année en année. Le nombre de joueurs augmente, hein. Il y a une petite baisse pendant le Covid parce qu'il y avait l'annulation de tournois, il y avait un potentiel économique moins fort, mais voilà, ça représente en tout cas une augmentation générale d'année en année. Aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément les types de jeux, hein, c'est aussi intéressant de savoir ce qu'il y a derrière ces appellations, hein, qui peuvent paraître un peu barbares. Hein. Donc vous avez les MOBA, ce qu'on appelle les Multiplayer Online Battle Arena, donc des arènes de bataille multijoueurs. Et vous avez des jeux comme League of Legends, par exemple, ou Dota 2, qui sont assez connus dans l'univers du jeu vidéo. Les jeux de stratégie en temps réel, les RTS, avec, pour, on va dire, les plus anciens, Age of Empires, qui était de mon époque et un peu plus vieux, StarCraft 2, Warcraft 3. Vous avez les jeux de sport, voilà, notamment de foot, par exemple avec FIFA ou PES. Vous avez les jeux de course, donc voilà, avec Rocket League, Gran Turismo. Vous avez les jeux de tir, avec notamment Fortnite pour les plus jeunes ou Counter-Strike pour les plus vieux. Vous avez les jeux de cartes également, les TCG, les jeux de puzzle avec Tetris. Vous avez les jeux de combat également, qui sont une grande catégorie avec, par exemple, Tekken et Street Fighter. Et puis, vous avez les MMORPG, qui sont les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, avec l'exemple de World of Warcraft, qui est aussi très connu. Alors justement, c'est pour vous donner aussi quelques références, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est quoi les principaux jeux joués, notamment dans le cadre d'une compétition e-sport. Donc on va retrouver Mario Kart, hein, qui est assez connu de Nintendo, Call of Duty, qui est un jeu de tir, Fortnite également, FIFA sur le sport, et puis vous avez des jeux comme Super Smash Bros Ultimate, qui est aussi dans l'univers de Mario, plus de combat, Valorant, qui est voilà, jeu de tir, League of Legends, et Teamfight Tactics, qui sont aussi des jeux qui se développent énormément. Et puis également Counter-Strike, qui reste aussi dans les jeux pratiqués par les professionnels importants, et Rocket League également. Donc j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Nicolas Bezombes, qui est l'auteur de ce baromètre e-sport. Et Nicolas, il est enseignant-chercheur à l'université Paris-Cité sur justement le sport électronique, l'e-sport. Donc en tout cas, Nicolas, voilà, il soutient forcément le projet. Pour vous le présenter, son jeu préféré, c'est StarCraft 2, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, pareil, un jeu de stratégie en temps réel, où finalement on a besoin de, comme il m'a dit, réaliser une multitude de tâches en même temps, donc construire des bâtiments, manipuler des unités, collecter des ressources, et où on a besoin de décoder son environnement, parce qu'on ne connaît pas la carte, il y a un brouillard de guerre, et donc on doit aussi gérer l'exploration de l'environnement. Et c'est un jeu qui demande extrêmement beaucoup de créativité parce qu'avec certaines unités, on va pouvoir faire certaines actions qui vont être bonnes contre certaines autres unités. Donc, le joueur va aussi développer de la créativité pour rendre plus efficaces ces unités dans l'univers notamment de la science-fiction. Donc, je vais vous passer la petite vidéo de Nicolas qui nous fait le plaisir de nous saluer et d'introduire finalement le propos d'aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi de pouvoir participer, même à distance, à cet événement Game On organisé par Play for Change. Je m'appelle Nicolas Bezombe, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, mon objet de recherche, c'est le sport électronique ou la pratique compétitive des jeux vidéo. Et parmi les nombreuses thématiques que j'aborde dans mes travaux de recherche, la question des liens entre éducation, formation, jeux vidéo et plus particulièrement pratique compétitive du jeu vidéo constitue un de mes sujets d'intérêt depuis maintenant de nombreuses années. Je suis particulièrement ravi de pouvoir prendre la parole aujourd'hui parce qu'il me semble très pertinent et très important de questionner ces liens entre l'éducation, le développement de compétences et la pratique du jeu vidéo et notamment du jeu vidéo en compétition parce que ça fait de nombreuses années maintenant que la recherche s'intéresse à ce sujet-là et a pu mettre à jour notamment la manière dont certains jeux vidéo, dans certains contextes, pouvaient permettre auprès de certains publics de développer certaines compétences, que ces compétences soient physiques, bien évidemment, comme la coordination œil-main, le temps de réaction, la dissociation des mains ou des habiletés motrices fines, ou bien encore des compétences cognitives comme la capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps, ou bien encore la capacité à décoder un environnement, à traiter des informations, ou bien encore bien évidemment des compétences sociales comme la communication, la coopération, le fait de jouer un rôle au sein d'un groupe. Euh, il s'avère qu'on en est cependant qu'au balbutiement, et notamment lorsque l'on parle d'e-sport et d'éducation euh, puisque ces contextes et ces environnements qui peuvent favoriser le développement de ces compétences sont multiples, très variés, et qu'aujourd'hui le monde scientifique et la recherche essaient toujours d'évaluer de quelle manière est-ce que des jeunes ou des moins jeunes qui jouent à Mario Kart, qui jouent à League of Legends, qui jouent à Street Fighter, eh bien, peuvent développer certains types de compétences, notamment ce qu'on va appeler les compétences du 21e siècle, qui tournent autour notamment des compétences numériques. Et c'est donc à ce titre-là, par exemple, que au sein de mon université, avec des acteurs issus du milieu de l'e-sport, comme Arma Team, et avec le soutien de l'Éducation nationale et de l'Académie de Versailles, on essaie, là, sur les 3 prochaines années, dans un projet qui s'appelle Educ-e-sport, d'évaluer comment l'introduction de l'e-sport en milieu scolaire, sur des temps périscolaires, peut permettre au sein de collèges et d'établissements d'améliorer le climat de vie scolaire ou de développer certaines compétences numériques et des compétences psychosociales entre les différents élèves, mais aussi avec le corps enseignant ou le corps administratif. Ce sont des travaux qui débutent à peine et l'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir évaluer cet impact et les potentiels bénéfices que peut avoir l'introduction de l'e-sport en milieu scolaire. Mon discours, il se veut plutôt le plus objectif possible, c'est-à-dire d'essayer de lutter contre la stigmatisation des jeux vidéo et de sa pratique compétitive, mais aussi d'éviter les discours trop angéliques, puisque, bien évidemment, tous les jeux vidéo ne permettent pas forcément de développer toutes les compétences et encore une fois les contextes dans lesquels ils sont utilisés et avec les différents médiateurs qui peuvent intervenir vont avoir certainement des effets très différents. Donc je suis très ravi de voir que plein de professionnels familiers du jeu vidéo, de l'e-sport ou non, qui sont issus du champ éducatif ou non, qui sont eux-mêmes des joueurs ou non, eh bien puissent se réunir et échanger à ce sujet-là pendant toute une journée et peut-être faire émerger des collaborations futures et des résultats qui peuvent être très encourageants pour finalement le futur des prochaines générations. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, qu'elle soit stimulante intellectuellement et surtout que vous passiez un bon moment. Et je serai ravi de pouvoir participer à de futurs échanges et de futures collaborations avec vous toutes et vous tous. Merci beaucoup et bonne journée. Vous pouvez applaudir Nicolas, hein, mais on lui dira. En tout cas, voilà, Nicolas, hein, j'ai remis une des citations qu'il a pu dire pendant sa présentation, son témoignage. La recherche a pu mettre à jour la manière dont certains
jeux vidéo, dans certains contextes, pouvait permettre auprès de certains publics de développer certaines compétences. Voilà, et alors il prend des pincettes, hein, parce que forcément, voilà, c'est un chercheur, il y a toujours la question du doute. En tout cas, lui, son intuition, c'est effectivement que les jeux vidéo permettent de développer des compétences, mais justement, en y ajoutant la question du type de public, du contexte. Il a rappelé l'importance de l'accompagnement et de la médiation envers les jeunes pour pouvoir justement développer certaines compétences. Et cet après-midi, on aura aussi l'occasion, dans ce contexte aussi, de pouvoir, avec certains jeux, certains types de jeux aussi, et certains, ce qu'on appelle gameplay, façon de jouer, de pouvoir développer certaines, forcément, compétences. Pour continuer, voilà, on va aborder le premier sujet, donc le jeu vidéo et le développement des compétences. On a la chance, en tout cas, de pouvoir avoir les témoignages de Eden Jean-Marie, qui est responsable R&D du labo CIBC, qui est basé à Évreux, en Normandie, et de Laurent Bouvet, qui lui-même est délégué régional chez Cohoras, Normandie. Cohoras, c'est un réseau d'entreprises solidaires mobilisées pour un accès à l'emploi pour tous, pour le développement des territoires. Alors pourquoi j'ai voulu les faire témoigner, c'est parce que justement ils ont monté ensemble la Coolab, qui est une émission qui propose de rapprocher jeux vidéo et identification des compétences. Donc le concept, c'est parler d'un jeu vidéo et illustrer en y jouant en quoi celui-ci permet de mobiliser une compétence spécifique. Donc c'est une émission mensuelle qui est diffusée en live Twitch, et puis vous avez justement la dizaine d'épisodes qui a été produit, que vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube. Et donc voilà, on a le plaisir, en tout cas ils nous ont fait le plaisir de déjà nous faire une petite introduction avec le générique que je vais vous passer avant de les faire intervenir. Ils sont en Normandie actuellement, donc on va les voir en visio. Voilà, je lance le générique. Tu nous entends, Eden? Je vous entends bien. Est-ce que vous nous entendez de votre côté? Je vous entends bien, mais je vais vous apparaître à l'écran. C'est surtout ça. Ah, c'est une bonne chose. Vous nous entendez bien? Parfaitement. On vous voit. Peut-être une première question, hein, c'est de pouvoir déjà vous présenter. Voilà, je vous ai introduit, mais voilà. Et puis peut-être quel est votre jeu préféré finalement? Quelles compétences ça permet de développer tout simplement? En tout cas, merci pour cette invitation. Tu nous as déjà très bien présenté, donc merci. Moi, c'est Eden. Mon jeu préféré, je suis assez fan de point and click. Et mon jeu préféré, je pense que c'est Les Chevaliers de Baphomet. C'est un jeu qui est sorti dans les années 90. Les point and click, c'est des jeux qui demandent de combiner des objets, de mener l'enquête. Donc, je dirais que ça m'a permis de développer pas mal des compétences d'analyse, de déduction, puis de curiosité. Non. Bonjour, merci pour l'invitation et la présentation également qui était parfaite, donc je ne reviens pas sur Coras. Je ne veux pas répondre à mon jeu préféré, c'est trop dur, donc je vais juste dire mon jeu préféré du moment. Je ne vais pas être très original puisqu'il s'agit de Zelda TOTK, Tears of the Kingdom, que certains connaissent j'imagine. Les compétences développées là-dedans sont nombreuses, mais j'ai envie de parler d'inventivité parce que ça m'a contraint à construire des véhicules assez improbables pour pouvoir me déplacer dans les sous-sols d'Hyrule, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, Zelda TOTK pour le moment.
Super. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est né ce concept de la Coolab, cette émission? C'est quoi un peu l'historique? Comment vous êtes arrivé finalement à faire ce lien jeux vidéo et compétences? Alors, pour le petit contexte, rapidement, en fait, c'est pendant un projet, dans le cadre d'un projet PIC 100% inclusion qu'on avait en Normandie notamment, et dont l'enjeu était principalement d'aller chercher les publics, que m'est venue cette idée en disant, bah, les publics, plutôt que d'aller les chercher dans la rue en faisant du tracking flyer ou quoi que ce soit, on va plutôt aller les chercher sur Twitch ou sur YouTube. Et j'avais eu cette idée de concept, mais on n'a pas pu le faire tout de suite. Donc, ça m'embêtait de ne pas le faire. Et je l'ai proposé à Laurent après, quelques petits mois plus tard. Oui, et ben, on en parlait tout à l'heure. Fin 2021, Eden m'a appelé avec cette proposition assez ésotérique. C'est un compte de travailler sur l'articulation compétences jeux vidéo. Et je crois que j'ai dû tout de suite te dire, bah ouais, c'est cool. Puisqu'effectivement, je me retrouve assez dans le propos précédent parce que ça m'intéressait de casser un certain nombre d'idées reçues sur le côté destructeur ou abêtissant des jeux vidéo, parce que moi, je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 9 ans sur Amstrad à l'époque, et j'ai toujours considéré qu'on développait beaucoup de choses, enfin, de compétences, je n'avais pas forcément conscientisé, mais qu'en tout cas, c'est extrêmement constructeur, et que c'était pas du tout abêtissant, donc j'ai tout de suite adhéré à l'idée, quoi. Et on s'y est mis dans les mois suivants. Il a fallu identifier les jeux, faire le lien avec les compétences, penser aussi au format qu'on voulait mettre en place, voilà, pour un démarrage, tournage, enregistrement en 2022. Ouais, on a commencé en été 2022, on a commencé sur Twitch, comme tu l'as dit. On s'est rapidement rendu compte à quel point c'était compliqué, Twitch, d'arriver à animer en même temps une communauté. Donc, honnêtement, on est passé au bout du 4e épisode seulement en différé sur YouTube. Ça a facilité, ça a permis de garder une construction de propos. Et puis, si je peux peut-être me permettre de commencer à partager un peu mon écran. L'idée, c'était, comme le disait à la fois Laurent et l'interlocuteur précédent, déconstruire un certain nombre de représentations autour du jeu vidéo, mais aussi, en tout cas dans le cas, peut-être un petit peu embêté par une mode, un phénomène de mode autour des multivers, des métavers, des casques VR qui sont pas encore très démocratisés et qui ont tendance parfois, à être un peu gadget. Mais pourquoi on ne mobilise pas les jeux déjà démocratisés, ceux qui sont déjà, comme tu l'as très bien dit dans ton intro, dans les salons des gens, et pourquoi on ne part pas de la pratique des gens, quoi. Donc nous, l'idée, c'était ça, c'était arriver, et puis comme tu le sais par ailleurs, de faire le lien avec l'identification et la reconnaissance de compétences pour que les personnes puissent valoriser des compétences dans leurs loisirs et les transférer à des situations de formation professionnelle, quoi. Alors, je m'y hop à tête. Si tu mets de la vidéo, tu n'as pas mis le partage. Alors, l'idée, c'est, ouais, au début, on pensait passer un petit passage de vidéo, mais peut-être qu'on peut juste passer en vue très rapidement. Comme on l'a dit, on a commencé timidement avec un jeu très connu, puisqu'on est parti sur Mario, la capacité d'adaptation. Et comme ça, voilà, on a essayé petit à petit, toujours de partir d'un jeu qui comptait pour nous. C'est un peu l'idée, et de construire notre propos un peu autour de ça. Ouais, l'idée, c'est d'avoir à chaque fois un jeu qui est à l'un et ou à l'autre nous tient à cœur, mais tu n'as pas mis le son sur le partage. Et je sais, c'est Luigi's Mansion. Donc à chaque fois, au début, on a commencé seul et puis rapidement, on s'est rendu compte de l'intérêt d'avoir un invité qui venait à son tour nous présenter un jeu qui compte pour lui. Alors parfois, c'est un jeu qui a compté par nostalgie, parfois c'est un jeu qui compte parce que comme là, avec Julien, c'est un jeu qui compte dans son lien avec un enfant de sa famille. Donc il y a vraiment cet aspect pourquoi ce jeu et qui peut être très intéressant en termes de sélection, en termes au-delà de la compétence de ce qu'il apporte. Ensuite, l'idée, c'est de montrer le gameplay du jeu, hein, là en l'occurrence sur Luigi's Mansion, de montrer quelles sont les mécaniques de jeu, de jouer au jeu. Le gameplay, l'histoire, puis parfois de découvrir aussi, de nous faire découvrir, je pense notamment à l'épisode, on a invité mon fils, qui nous a fait découvrir le jeu Minecraft, Lego 2.0, qui était totalement un monde totalement ésotérique pour moi, et c'était intéressant de faire parler à un enfant de 14 ans, en fait, sur cette pratique-là. Et c'est vrai qu'on a découvert un univers. Alors, certes, les compétences de construction, de planification, comment dirais-je, qu'on identifiait, mais aussi une vraie dimension gestion de projet, collaboration, puisque à l'occasion de la mission sur Minecraft, on avait même identifié que dans notre région,
des enseignants avaient fait travailler un groupe d'élèves sur un projet à partir de Minecraft de façon en équipe, et c'était vraiment ça qui ressortait. Ils ont reconstruit sur Minecraft, c'était le collège, c'est ça? Ouais, le collège, la mine, ouais. Voilà. Et c'était assez incroyable, tout ce que ça a pu, tout ce que là vous pouvez mobiliser. Et l'intervention de Gabriel, mon fils, donc, nous l'a bien montré, puisqu'il nous a expliqué comment, je les ai vu faire, hein, comment avec ses cousins à 4, en réel, ils interagissent pour planifier. Il y a toujours cette idée, en reprenant un peu les propos d'introduction, il est prouvé maintenant scientifiquement que les jeux vidéo permettent, certains jeux vidéo, je reprends les propos, permettent de développer certaines compétences cognitives. Donc ça, il n'y a plus de doute autour de cette question, notamment vision spatiale, etc. Mais nous, notre propos, c'est de dire, si ça te permet de développer des compétences cognitives, émotionnelles, de gestion du stress, etc., à notre avis, c'est notre hypothèse, il est possible de développer d'autres types de compétences, des compétences dites transversales, et c'est la preuve qu'on a essayé de faire un petit peu avec ce concept. Alors, ça a été une petite aventure d'1 an et demi, on ne s'interdit pas d'en refaire, mais là, on va plutôt essayer d'aller sur le terrain. Maintenant, c'est ça l'idée, c'est de transformer un peu l'essai. On a un petit peu commencé avec des ateliers, des choses comme ça, mais de créer des accompagnements qui permettent véritablement partir de la pratique de jeux vidéo des personnes. Et on a eu, en tout cas, moi j'ai eu l'excellente surprise quand on a testé à l'occasion d'un forum au Dôme à Caen. On a fait faire cet exercice-là, c'est-à-dire qu'on a fait jouer à Mario Kart des professionnels du champ de l'emploi, de l'insertion, qui pour certains étaient venus juste parce qu'il y avait la lumière, ils étaient un peu sceptiques sur l'énoncé de l'atelier et qui sont repartis effectivement transformés, je sais peut-être un bien grand mot, mais qui en se disant ah oui tiens c'est incroyable si je mets un peu de recul par rapport à ma pratique, la pratique vidéoludique, l'ensemble des compétences que je peux mobiliser. Donc ouais, on pense qu'il y a moyen de pas d'aller en in real life, d'aller faire ça avec des gens, d'explorer le concept ainsi. Mario Kart est redoutable pour ça, parce qu'il permet à la fois de jouer à 4 en simultané, il est assez accessible, et il y a énormément de choses qui se passent à l'écran, donc c'est un peu une mine d'or pour la preuve de ce concept et mettre le pied à l'étrier sur l'idée d'identification de compétences, des petits entretiens d'explicitation sur le canapé, après à l'arrière pendant que d'autres jouent. Et puis Mario Kart, l'intérêt, c'est que d'avoir jamais joué aux jeux vidéo, on te met la manette, bon, tu finis 12e, c'est pas grave, mais vite fait, tu réussis à jouer. Il y a une marge de progression importante. Et puis, on fait le lien avec les badges, évidemment, parce que je sais que vous êt là aussi pour ça aujourd'hui, et nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, soit on part sur un badge juste d'initiation, qui permet aux personnes de réaliser qu'en effet, la situation de jeu leur a permis de mobiliser des compétences. Alors, ils remplissent un formulaire, et puis, quelles compétences ils estiment avoir mobilisées avec quel jeu. Mais pour ceux qui sont convaincus de la démarche et qui veulent poursuivre, on peut partir sur des badges qui s'obtiennent quel que soit le contexte, quoi. Et là, par exemple, j'ai isolé un badge qui reconnaît la capacité d'analyse, et donc un badge qui peut s'obtenir quel que soit le contexte dans lequel on a mobilisé la compétence, et donc dans un contexte de partie de jeu vidéo. C'est quelque chose qu'on a la chance, là je vous montrerai une petite photo, de déjà mobiliser, même si je vous disais, on essaye de monter des parcours à proprement parler de formation et d'accompagnement, mais on dispose d'un lieu depuis quelques temps maintenant à Évreux qui s'appelle La Boîta, qui est un tiers-lieu centré sur la ludopédagogie. L'inauguration a eu lieu il y a très récemment, vous le voyez, parce que le poste il date d'une semaine. Donc le lieu existe depuis septembre, on a inauguré en janvier, et c'est un lieu dans lequel on va avoir la chance de mobiliser un certain nombre de contextes pour mobiliser des compétences. Et en l'occurrence, vous voyez, on a un espace qui s'appelle la boîte à outils dans lequel on va avoir des jeux dits plateaux, avec un certain nombre de jeux qui permettent de développer des compétences spécifiques ou de se sensibiliser à certains sujets. Et puis, on a cette fameuse boîte à XP dans laquelle, comme je vous montrais, on a un certain nombre de consoles et de jeux de PC gamers qui vont nous permettre d'accompagner des personnes seules ou des groupes. Donc ça, c'est un truc auquel on tient, c'est de ne pas en rester au contenu, ce qu'on a écrit des petits articles, des choses comme ça, donc de ne pas en rester au contenu qui cherche à convaincre, mais de faire vivre ces expériences aux gens, quoi. Donc c'est notre petit challenge de l'année à venir. Merci pour cette belle présentation, Eden et Laurent. En tout cas, j'ai trouvé ça très précieux. Et puis voilà, le lien avec les badges qu'on fera également tout à l'heure. Et donc voilà, avec plaisir pour aller vous rendre visite donc à la boîte A, voilà, à Évreux. Et puis voilà, bonne suite. Merci en tout cas pour votre témoignage, c'était très fluide.
Et puis voilà, on se tient au courant entre nos territoires pour la suite. Absolument. Un grand merci à vous pour Merci l'invitation beaucoup. et une bonne journée. Profitez bien. Merci, à bientôt. Au revoir. On va repartir sur notre présentation. Je vais peut-être repartager. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas ce premier témoignage vous a plu. Ce que je vous propose maintenant, bah, ça va être d'enchaîner et je vais appeler Amélita. Amélita, est-ce que tu es là? Oui. Alors vous pouvez l'applaudir, hein. Bienvenue Amélita, tu peux t'installer. Je vais te mettre le micro. Tu peux t'installer juste là. Hop, hop, voilà. Il faut bien coller pour qu'on vous entende. Oui. Ah, c'est bon. Bonjour. D'où tu nous viens, là, Mélita, aujourd'hui? De Metz. Metz, donc tu es parti à quelle heure ce matin? 6 heures. 6 heures du matin, donc voilà, il y a du courage hein, pour venir nous voir. En tout cas, nous, avec Amélita, on s'est rencontrés, donc c'était en novembre dernier à la Paris Games Week. Hein, voilà, on a eu la chance de faire connaissance. Et c'est vrai que voilà, je voulais absolument te faire intervenir aujourd'hui parce que voilà, je pense que tu as beaucoup à nous apporter. Peut-être voilà, te présenter rapidement. Alors, sur quel axe tu veux que je me présente? Sur bah, l'e-sport ou... Ce que tu veux, ce que tu sens. Vas-y, prends bien comme ça. Sinon, prends le mien. Touche. Voilà. Ok, c'est bon. Du coup, comme je disais, je viens de Metz. Moi, donc effectivement, on s'est rencontrés à la Paris Games Week, où j'étais là avec le stand Cap Game, donc qui s'occupe de l'accessibilité, jeux vidéo et handicap. Du coup, moi, j'ai un handicap de naissance, paralysie du bras droit et de la main droite, et je suis joueuse compétitive sur le jeu de combat Street Fighter. Alors voilà, est-ce que donc c'est un peu ton jeu préféré? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, comment ça marche? C'est la bagarre. Donc là, on voit mon personnage à gauche, donc Ken Masters, que je joue depuis Street Fighter 2, mon premier jeu de combat. Donc voilà, j'ai quand même une certaine affection pour ce personnage. Donc voilà, c'est de l'affrontement un contre un. Il y a les barres de vie en haut. Et donc le match se termine une fois qu'on a vidé la barre de vie de l'adversaire. Il y a des commandes. C'est ça, oui. Donc c'est vrai que la particularité des jeux de combat, c'est que ça demande quand même une certaine motricité, dans le sens où il y a beaucoup de combinaisons de boutons, des fois des enchaînements particulièrement rapides. Donc voilà, ça demande quand même de la discipline. C'est un peu, je sais pas un peu, c'est clairement comme les arts martiaux. Hein, il y a un aspect aussi stratégie, dans le sens où il faut bien attendre que ce soit son tour avant de frapper. donc voilà, ça demande quand même une certaine réflexion. Comment tu en es arrivé là à devenir justement joueuse e-sport de Street Fighter? Disons que c'est un concours de circonstances en fait. Même si je joue depuis l'enfance, en fait, j'avais participé à il y avait comment ça s'appelle une équipe qui avait fait un reportage, un documentaire en fait, où les personnes allaient à la rencontre des joueurs et joueuses en situation de handicap. Donc c'était en 2018. Et du coup, il y a un des participants à ce documentaire qui voulait monter une équipe e-sport composée uniquement de joueurs et joueuses en situation de handicap.
Et il m'a proposé de rejoindre cette équipe. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé les tournois en avril 2019. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte, cette pratique? Là, c'est sûr que j'ai dû réapprendre à jouer, en fait, parce que la pratique compétitive, c'est complètement différent de quand on joue juste avec ses amis. Donc voilà, c'est un entraînement, on va dire, plus rigoureux. Mais aussi, ça permet de se déplacer, de rencontrer pas mal de personnes. Donc, il y a tout l'aspect social, en fait, de la pratique, que j'aime beaucoup. Comme une pratique sportive, on a besoin de s'entraîner, il y a une Exactement. discipline. Exactement. On peut comparer ça avec les clubs de foot, par exemple, où on rencontre d'autres personnes qui pratiquent le même sport. Avec des clubs, justement, pour aussi échanger, avec des coachs aussi qui vous... Oui, tout à fait. Il y a aussi des coachs à la fois techniques, mais aussi des personnes qui vous coachent au niveau du mental, gestion de la pression en compétition, notamment. Alors, d'un point de vue professionnel, est-ce que voilà, tu penses ce lien compétences, pratique du jeu vidéo, voilà, quel lien toi tu fais à partir de ça? Au niveau professionnel, je dirais déjà l'aspect social dont je parlais, le fait de pouvoir travailler en équipe. Et pour moi, principalement la persévérance. Pour arriver à un certain niveau, il faut s'entraîner. C'est ça. Donc beaucoup de résilience. Et, il y a pas mal d'échecs forcément, hein, des combats perdus. Oui. Mais voilà. Oui, c'est ça. Pas la guerre, quoi. Et sur la patience aussi. Hein. La patience. Très bien. Alors peut-être sur justement la question du handicap, j'avais trouvé cette photo. Finalement, voilà, c'est comment tu vis justement là, le handicap dans cette pratique du jeu vidéo? Est-ce que c'est une force aussi? Je pense que oui, ça a été une force dans le sens où justement je ne vais pas abandonner. Je vais vraiment être déterminée, et en plus avec ma personnalité où je suis un peu têtue. donc oui, ça m'aide clairement, je pense. Et donc là, c'est aussi le groupe, hein, je pense que c'est Rebird. Oui, c'est ça. Donc ça devait être à la Paris Games Week 2019. D'accord, ok. Et puis il y a la question de l'adaptabilité aussi, parce que je sais que le Tech Lab de l'APF travaille justement sur des manettes adaptées, oui. etc. Oui, donc tout à fait. Aussi, oui, c'est important de pouvoir avoir l'adaptation matérielle, en fait, parce qu'on ne peut pas forcément jouer avec une manette classique. Donc, c'est d'avoir une manette personnalisée, donc, qui est très important. D'accord, donc pour favoriser cette inclusion dans l'e-sport, donc c'est un sujet qui se développe. Est-ce que tu vois la différence justement avec les premières années? Pour l'instant, on voit surtout les différences au niveau logiciel, c'est-à-dire que les développeurs de jeux maintenant mettent en place tout un tas d'options d'accessibilité dans le jeu. Après, niveau matériel, c'est encore du fait maison, on va dire. De l'artisanat, on va dire, du sur-mesure, oui. En fonction de chaque handicap aussi. C'est ça. Voilà, les constructeurs, ils n'ont pas encore le réflexe de proposer différentes alternatives. Alors, je voulais aussi aborder un dernier point avec toi, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du sport au féminin, d'après ce que j'ai vu. Dans les actus, toi, tu es vice-présidente de Afro Gamers et la fondatrice de Fight Forward pour l'accompagnement et l'intégration des femmes au sein du milieu e-sportif. Est-ce que tu peux nous parler de ces engagements? Du coup, je suis vice-présidente, mais pour le pôle e-sport de l'association Afro Gamers. Donc, on a eu notre conseil d'administration qui a été élu au mois de novembre dernier. Donc là, on attaque seulement notre premier mandat. On va avoir une assemblée générale le mois prochain, au mois de février. Et donc, moi, ma mission, ça va être déjà de détecter s'il y a un intérêt pour l'e-sport parmi nos membres. Ça va être aussi donc, de les accompagner pour les membres qui ont envie de se lancer dans la compétition, dans le sens où l'e-sport est un domaine essentiellement masculin. On peut compter sur les doigts d'une main le nombre de femmes qui participent à des tournois, alors que dans l'e-sport, il n'y a pas de conditions de physique, en fait, dans la pratique. Donc, que ce soit une femme, un homme, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est plus les accompagner dans le sens où on ne veut pas qu'elles soient seules en compétition. Donc on se dit, s'il y a ne serait-ce qu'une ou deux personnes de plus, ça va les motiver à participer au tournoi. Et donc c'est pour ça. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai créé ce collectif
où justement on va essayer de recenser, enfin en tout cas de se mettre à disposition des joueuses qui veulent se lancer. Elles pourront nous contacter et on se mettra. Je suis désolée, je galère avec le micro. Mais oui, on essaiera de les accompagner, que ce soit avant la compétition, pendant la compétition et après la compétition, bien évidemment. Les membres de ce collectif Afrogameuse, justement? Alors, c'est indépendant d'Afrogameuse. Okay. Donc, on est 3 cofondatrices. Donc, on a Valania qui a commencé, que j'ai rencontré lors de ma première compétition. C'était notre premier tournoi toutes les deux. Donc, elle s'occupe. En fait, elle était joueuse compétitrice sur Soul Calibur 6, donc aussi dans les jeux de combat. Elle organise des tournois, elle organise des événements online et en ligne et en présentiel. Et je suis également accompagnée de Liv, qui est commentatrice, qui a eu la possibilité de commenter des grands tournois de jeux de combat aussi, en présentiel. Donc, et voilà. Donc, on est 3 cofondatrices pour le moment. Oui, parce que c'est vrai que quand vous allez à la Paris Games Week ou autre, il y a vraiment un métier qui est le commentateur des compétitions e-sport. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir la technicité aussi, de description de tous les coups qui sont donnés, parce qu'il y a un vocable très particulier et un dynamisme qui fait que c'est un vrai métier de commenter. Il faut savoir jongler entre les termes techniques et l'animation. Il faut qu'il y ait quand même une ambiance, et surtout sur le jeu de combat, il faut que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe à l'écran, en fait, qu'on sache jouer ou pas au jeu de combat. Parce que c'est vrai qu'autour de finalement la pratique du jeu, il y a tout un panel de métiers qu'on verra aussi tout à l'heure avec Raphaël. Mais voilà, le fait d'organiser l'événement, le fait de commenter, le fait de coacher des équipes, finalement. C'est tout un écosystème en fait. L'e-sport, c'est assez jeune, mais ça a développé énormément de métiers, notamment dans l'événementiel. Dans un domaine différent, mais les métiers restent les mêmes. Ça s'adapte en fait, tout simplement. Ouais, avec aussi une économie aussi qui est tout à fait associée. C'est ça. Non, merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour notre panel de professionnels aujourd'hui? Après, je veux dire, ce genre de pratique, il y a aussi des sessions amicales. Donc, si jamais vous voulez faire des sessions de team building, même si vous n'y connaissez rien au jeu de combat, ça peut être amusant en tout cas d'essayer. Donc, je ne peux que vous inviter à essayer, tout simplement. Merci Mélita de ton témoignage. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Et puis voilà, on va passer à la phase suivante via cette petite citation de Stéphanie Arnoux, qui est conseillère en orientation et responsable du projet Team Job. Donc, comme l'e-sport inculque l'esprit d'équipe, la capacité de communication et d'écoute, la prise de décision rapide, la confiance en soi et le respect des règles. Autant de compétences liées au travail. On apprend aux jeunes à mettre des mots dessus et à se rendre compte qu'ils les ont et qu'elles leur seront utiles dans l'emploi. Parce que ce n'est pas le tout de développer les compétences, il faut aussi en avoir conscience. Et cette étape que j'appelle de réflexivité, de relecture et de verbalisation de ces compétences est vraiment aussi une étape clé au-delà de la pratique du jeu. Merci en tout cas à Mélita. On va passer à cette prochaine étape de la captation et l'insertion professionnelle des jeunes par le jeu vidéo. Et pour cela, je vais appeler Afid Msili et Axel Wallart. Voilà, vous pouvez les applaudir. Donc, messieurs, prenez place. Donc voilà, pour vous présenter rapidement, Afid, tu es président de Vegassi eSport et Axel, tu es dans le collectif Play for Change, community manager et également tu es joueur eSport également. On entend dans le micro? Ah oui, ok, ouais. D'accord. Ça marche. Alors peut-être première question facile, mais voilà, c'est quoi votre jeu préféré tout simplement? Alors moi j'hésite entre 2 jeux. Le premier c'est Minecraft parce que c'est mon jeu d'enfance. Call. Ok, d'accord, excusez-moi. Du coup, j'hésite entre Minecraft ou Super Smash Bros Ultimate parce que c'est vraiment le jeu que j'ai le plus joué et que je joue encore à l'heure actuelle.
Et Minecraft parce que ça fait vraiment partie de mon enfance, c'est ce qui m'a lancé dans le jeu vidéo en grande partie. Mais du coup, je vais quand même partir sur Super Smash Bros. Parce que voilà, ça, je suis toujours dessus. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué, que je joue encore à l'heure actuelle et qui a aussi en grande partie changé beaucoup de choses dans ma vie. Notamment, ça m'a fait faire plein de rencontres. Même dans le travail actuel que j'ai, c'est en partie grâce à ce jeu que je suis là à l'heure actuelle. Du coup, je pars sur Super Smash Bros. Pour mon jeu préféré. Ok, et quelles compétences tu penses développer en jouant justement spécifiquement à Smash Bros? Alors au niveau des compétences qu'on développe sur ce jeu, forcément, il y a un jeu de réflexe, un jeu de concentration, de gérer son stress, il y a de la stratégie à mettre en place, même se faire un planning d'entraînement, parce que c'est un jeu qui demande de la régularité pour pouvoir progresser, ou même théoriser dessus, se dire ok, ça va marcher, etc. Et aussi compétences cognitives, même linguistiques, parce que du coup, ça m'a permis aussi de voyager. J'ai pu voyager aux États-Unis l'année dernière grâce à Vegassi, parce que Afid Msili, ici, c'est le président de Vegassi. Et, dans leur équipe e-sport. Et l'année dernière, j'ai fait un voyage aux États-Unis, donc forcément, j'ai dû parler anglais, ce que j'ai pas forcément tout le temps l'habitude de faire, même si ça m'arrive par le biais des réseaux sociaux ou Discord. Et là, j'ai pu faire un voyage, discuter avec plein de gens et c'était vraiment super enrichissant. Bon, en tout cas, c'est vrai que le numérique et le jeu vidéo abolit certaines frontières. Alors, justement, Afid, est-ce que tu peux te présenter? Peut-être quel est ton jeu également préféré, si tu en as un? Moi, c'est Afid Msili, je suis président de Vegassi, comme Chris a pu le dire. Pour un jeu, j'ai pas vraiment de jeu préféré parce que je suis pas forcément quelqu'un qui joue énormément. Ça va dépendre des moments. J'ai grandi avec FIFA, j'étais joueur compétitif dessus, mais il n'y a pas forcément un jeu qui va m'attirer plus qu'un autre. Et voilà. Et donc, par contre, tu fais jouer les C'est jeunes, ça. notamment pour développer les compétences. C'est ça. Enfin, nous, on a été créé en 2018. Après, on s'adapte un petit peu aux nouveautés qui vont arriver sur les projets et on n'a pas cessé de faire évoluer le projet. À la base, c'était d'attirer les jeunes avec le jeu vidéo sur un certain contexte. Et le contexte, c'était d'accompagner sur les devoirs, etc. Parce que ils étaient de moins en moins présents sur ce type de dispositif. Du coup, le but, c'était ça. Et après, à force de rencontres, on avait été lauréat de la PELS. Grâce à ça, on a eu des coachs d'insertion par le sport. Et aujourd'hui, on adapte les coachs d'insertion par le sport, on adapte ça sur l'e-sport. Et du coup, on va utiliser le jeu. On ne va pas développer les compétences forcément dans le jeu, mais on va utiliser pour développer. Et donc, c'est vraiment une expertise là, que vous développez, hein, de choisir les jeux, les types de gameplay pour permettre justement... Souvent, on va dire à 90% du temps, on n'utilise pas le jeu comme il doit être utilisé. On va adapter l'utilisation pour, comme disait tout à l'heure Nicolas, on va créer le contexte. Du coup, on va adapter le jeu. Par exemple, à Mario Kart, la course, on la met de côté. On va mettre une certaine façon de jouer pour développer ou détecter des compétences. Et ça, après, on a une feuille de suivi sur ça, sur comment s'est passée la première, la deuxième, etc. Et on voit une évolution des jeunes qui participent. D'accord, donc beaucoup de hackage, finalement, de détournement hein, de jeux pour justement travailler type de gameplay selon la finalité qui est développée. Il n'y a pas vraiment de résultats probants qui prouvent que tel jeu apporte telle compétence. Ça va être juste du théorique. La théorie, c'est bien sur le papier, mais après, sur le terrain, elle ne sert pas forcément à grand-chose ou elle doit être développée différemment. Et du coup, nous, on préfère être sur le concret, adapter l'utilisation avec une feuille de suivi vraiment. Avec j'ai travaillé telle compétence et le ressenti aussi du jeune. D'ailleurs, c'est le jeune qui remplit la feuille de suivi et pas nous. Il va dire voilà, j'ai pu faire ça, ça. Et semaine après semaine, on voit l'évolution. Voilà, donc l'aspect réflexif, hein, d'auto-évaluation, de se dire voilà, j'ai pris conscience que je suis capable de. Finalement, ça permet de donner aussi confiance en soi et de développer l'estime, peut-être. Parce que vous intervenez aussi dans des contextes aussi qui peuvent être difficiles. Est-ce que tu as des exemples, ou en tout cas Sur différents premiers, par exemple sur Play for Change, sur la première partie, c'était avec des personnes en situation de handicap. Donc il y avait la question de l'accessibilité, mais aussi c'était en même temps des NEET. Donc il y avait l'insertion plus l'accessibilité, et du coup on devait travailler sur ce sujet-là.
Après, on est aussi présent dans les QPV, les quartiers politiques de la ville. Donc pareil, c'est un contexte différent socialement. Et on doit s'adapter à chaque fois au public qu'on rencontre. Bénite, hein, les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation, et qui est vraiment la cible initiale de Play for Change. Alors peut-être Axel, toi, dans ton parcours, hein, tu as travaillé chez Vegassi et puis tu as eu cette opportunité là d'emploi chez Play for Change. Finalement, c'est quoi ton job là actuellement chez Play for Change? Là actuellement je suis community manager, donc du coup mon but c'est de capter les jeunes sur les réseaux sociaux comme dans le dispositif du projet. Donc je travaille chez Level Up Cluster et c'est aussi grâce à Vegassi que aujourd'hui je travaille chez eux parce que à la base j'étais dans leur équipe e-sport. Et plus tard, j'ai fait un service civique. Ils m'ont proposé de faire un service civique chez eux parce que je ne savais pas encore forcément qu'est-ce que je voulais faire. Donc ça m'a permis un peu de découvrir de nouvelles choses, avoir plein de manières différentes de travailler sur plein de trucs. Donc j'avais pu déjà faire gérer les réseaux sociaux chez eux, l'organisation d'événements. Même on avait déjà fait des ateliers avec les jeunes. Et plus tard, Afid m'a recommandé du coup pour le projet Play for Change. Et Et du coup, mon but, c'est de capter les jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, pour les capter, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie Enfin, moi, personnellement, j'essaie de voir les tendances, tout ce qui marche. Donc, les jeux vidéo, globalement, c'est ce qui les intéresse le plus. Donc, récemment, on a organisé un giveaway pour le jeu Tekken 8, donc, qui va sortir là dans 2 jours, je crois, demain. Alors c'est quoi un giveaway? Giveaway, c'est un concours. Du coup, c'est juste on fait gagner quelque chose en incitant la participation des personnes sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui permet, on va dire, un peu plus de ramener une masse de groupes, pas forcément le public qu'on vise tout le temps, mais parmi ces jeunes, forcément, vu qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés, on arrive des fois à en retrouver ou à même les fidéliser. Ce qui rentre totalement dans le projet qu'on fait. Aussi, ce qui est prévu, c'est qu'on organise des tournois sur ce jeu, forcément, vu qu'il va sortir et que c'est un jeu de combat. L'avantage des jeux de combat, justement, comme Tekken 8 et Smash Bros, c'est qu'il y a souvent des événements organisés en présentiel, donc ça nous permet d'avoir un contact direct avec les personnes. Et même si on n'a pas l'occasion, on peut tout de même le faire en ligne. Donc ça, c'est le gros avantage de faire ça sur des jeux de combat. Après, bien entendu, il y a plein d'autres jeux qui peuvent intéresser, notamment Rocket League, League of Legends, Counter-Strike. Là, je cite beaucoup de jeux sur ordinateur. Rocket League, c'est aussi sur console. Il y a Fortnite aussi. On essaie vraiment d'organiser tout ce qui touche les jeunes, tout ce qui les intéresse, et essayer de créer une interaction avec eux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors des événements. Donc cet après-midi, il y aura justement cette occasion aussi pour chacun d'entre nous de vivre aussi ce type d'expérience avec les jeunes. En tout cas, je sais que vous nous avez préparé justement des stands, des défis pour tout à l'heure, pour cet après-midi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Afid? Par rapport à cet après-midi, justement, il y aura plusieurs ateliers, dont quelques-uns qu'on a l'habitude de mener sur les soft skills et d'autres compétences plus dures, on va dire, comme on appelle ça. Du coup, on vous attendra au deuxième étage pour vous faire découvrir comment on travaille. Peut-être une question, mais c'est vrai que... Bon, allez-y, hein, comme ça, on n'en a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, on peut en prendre une. Non, mais... Notamment beaucoup de côtés positifs au travers du jeu vidéo, l'acquisition de compétences, l'insertion professionnelle. Moi, j'ai une question un peu poil à gratter qui m'intéresse de vous poser. C'est notamment toute la partie addiction qu'on peut constater aussi chez certains jeunes. On en a tous, hein, je pense, dans notre entourage personnel, notamment chez les jeunes ou moins jeunes. Et du coup, je voulais savoir un petit peu comment vous appréhendez ce sujet-là. Quand il vous arrive de le constater parfois, parce que je suppose que oui, et comment vous intégrez ça? Est-ce qu'il vous arrive d'intervenir, faire des actions? Comment vous intégrez ce sujet de l'addiction aussi par le jeu? En fait, justement, c'est un des projets qu'on a. Et on avait commencé par ça d'ailleurs. En fait, le but, c'est de créer un contexte et une pratique qui va être durable. Et forcément, on va se pencher sur la question de l'addiction. Mais pour moi aussi, il y a un travail avec la famille. Aujourd'hui, depuis fin d'année dernière, on
on a lancé nos équipes juniors. Et en fait, on accompagne des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on n'en a que 2 parce qu'on expérimente aussi avec les parents. Et en fait, c'est un genre de contrat tripartite entre nous, la structure et les parents, avec un accompagnement autour de ce résultat scolaire. Par exemple, s'il a des moins bons résultats, il ne viendra pas avec nous. Il y a un des joueurs qui a eu des très très bons résultats, il est venu avec nous à New York au début du mois. Donc il y a aussi ce côté de récompense et de cadrage. Et après, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que je prends l'exemple du foot, parce que moi, là-bas, je viens du monde du foot, je travaille au niveau avec les agents, etc. Du coup, je prends beaucoup d'exemples du monde du sport. C'est que dans les sports, il y a des clubs. Et en fait, il y a des entraînements et des compétitions le week-end, et ça permet de cadrer la pratique. En e-sport, il n'y a pas ça. Et en fait, le but, pour nous, c'est de créer un peu cet univers avec des entraînements et des compétitions le week-end pour cadrer la pratique. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, il va jouer chez lui, il va perdre ou gagner, il va relancer une partie tout de suite parce qu'il n'y a pas ce cadre. Donc le but, c'est de créer des clubs, créer des compétitions pour, encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois, mais créer ce cadre qui va être durable. Merci en tout cas, Axel et Afid, pour votre témoignage. On peut les applaudir. Et donc voilà, pour aussi vous donner un autre chiffre que je trouvais intéressant, c'était qu'un jeune sur 3, donc un jeune adulte 25 à 34 ans sur 3 a déjà envisagé de travailler dans un métier de l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est vraiment un secteur aussi qui attire, qui offre aussi des opportunités. Maintenant, je vais inviter Gabin Bernier et Kevin Dupré à venir aussi nous rejoindre sur scène. Voilà, vous pouvez les applaudir. Hop. Tenez, oui, merci d'être venu. Donc, pour vous présenter rapidement, Gabin, tu travailles à la ville de M, et Kevin, tu es entrepreneur dans l'e-sport. Alors peut-être aussi, pour commencer, toujours la même question, c'est quoi votre jeu préféré? Est-ce que vous développez des compétences avec ce jeu? Alors bonjour à tous déjà. Initialement je parlais de Smash Ultimate, mais comme ça a déjà été dit, on va changer un petit peu et je vais prendre le jeu Pokémon, notamment pour son aspect stratégique. Il y a une vraie scène e-sport qui se développe, une qui a été créée localement par des passionnés et une qui se développe via la franchise. La compétence que dont j'aimerais vous partager, c'est le game plan. Donc le plan de jeu, ce qui est une phase hyper importante dans beaucoup de jeux, que ce soit les versus fighting ou certains jeux de stratégie, c'est d'avoir un plan de jeu. Savoir comment on va raisonner, choisir un bon lead, comment on fait évoluer la partie et s'adapter bien sûr en fonction du plan de jeu de l'adversaire. Donc c'est des compétences qui sont hyper intéressantes et dans la menée d'un projet, on les retrouve aussi. Savoir comment on a prévu le projet initialement, comment ça se déroule dans les faits, comment on s'adapte, comment on réagit. Bonjour à tous. Du coup, pour ma part, en termes de développement de compétences, ça va être la série des Souls, donc un jeu réputé excessivement difficile. Et les compétences que l'on tire de ce genre de jeu, des die and retry, c'est un apprentissage éternel en fait. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'aventure, en fait, vous allez apprendre et continuer d'apprendre. Vous allez échouer, vous allez devoir retenter d'une autre manière et ainsi de suite. Vous avez développé un listing de compétences qui vont en fait vous armer pour vous aller faire vos projets un peu personnels, quoi. Le die and retry, donc mourir et réessayer jusqu'à que ce soit un succès. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Alors voilà, c'est un bon exemple vu que tu es aussi entrepreneur maintenant dans l'e-sport. Alors comment ça se passe alors? Raconte-nous. Il y a toute une phase un peu de réflexion de dire en fait sur quelle activité on va se lancer et par rapport à quelles compétences on a. Ouais, il faut que je le colle. À quelles compétences on va s'initier. Moi, dans tout ce que j'ai fait au niveau de l'e-sport, si on remonte au tout début, ça fait une 15aine d'années déjà, en tant que joueur tout d'abord, et après en tant que bénévole dans le monde associatif, dans justement de la gestion de projet, de l'accompagnement de projet, aller pousser des trucs. Alors, tout n'a pas réussi, c'est sûr, il y a des échecs, il y a des défaites où des fois on a une très mauvaise approche de l'échec en soi, mais à force, on arrive à ses convictions. C'est le cas avec la ville de M. À chaque fois, j'y arrive pas avec son micro, c'est horrible.
avec le projet du coup de la MeSport Academy. Et là, on est vraiment en phase de construction du projet pour vraiment ne rien oublier et dire c'est là que je peux agir, je sais que ça va être un succès et si ça ne marche pas, c'est pourquoi et comment on le résout. C'est comme c'est comme de l'éducation un petit peu. On apprend à un jeune, un petit garçon à jouer au football par exemple, il a raté son mouvement. Vous, en tant que peut-être parent ou éducateur sportif, vous savez pourquoi, vous lui montrez la solution et l'enfant en fait va devoir reproduire votre geste pour arriver au succès et ainsi de suite et on graphie les échelons. Donc ça va être vraiment dans de l'accompagnement de projets sportifs pour des institutions. Alors Gabin, justement, la M-eSport Academy et le M-eSport Festival, comment c'est arrivé finalement et qu'est-ce que c'est déjà? Je vais déjà commencer par présenter la M-eSport Academy. Donc la M-eSport Academy, c'est une école de discipline e-sport municipale. Donc elle est portée par la ville de M. Ah oui, des petites photos et tout. Des petites photos de l'espace. Donc voilà, on a un espace gaming avec 7 setups, 7 PC qui sont mis à disposition des jeunes. On a un fonctionnement qui est proche de ceux des clubs de sport. Donc suite à une adhésion, nous on accueille les jeunes et on va les accompagner essentiellement sur 2 axes. Donc l'aspect, on va dire, un peu plus compétitif et sportif. Donc la montée en compétences sur le jeu, maîtriser des combos, connaissance du metagame, tout ça, ça c'est un aspect qui est propre à l'e-sport et pour permettre aux jeunes de prendre plaisir en jouant, puis d'apprécier le jeu, de développer, monter en compétences pour pouvoir potentiellement les inscrire sur des tournois. On a eu une équipe League of Legends qui, malheureusement, comme les joueurs ont grandi, ont choisi d'avoir d'autres priorités dans la vie et c'est tout à fait respectable. Des équipes sur Rocket League et quelques joueurs à droite à gauche qui se démarquent sur des jeux comme Rocket League, Smash Bros ou d'autres. Et ça, c'est très chouette pour nous. Et je dirais la deuxième compétence qu'on cherche, on va dire, ça va être justement l'accompagnement auprès des jeunes. Donc je vais revenir un petit peu à ce qui a été dit précédemment et un petit peu pour la réponse en termes sur l'addiction. Parce que nous, c'est une question qu'on s'est posée et on l'a traitée et on a eu des résultats qui sont positifs. Et comme l'a expliqué la personne juste avant moi, je n'ai pas retenu son prénom. Tout à fait. L'important, c'est de mettre un cadre, une pratique pour qu'elle ait du succès. Comme dans toutes les activités, l'important, c'est le cadre qu'on va lui fixer. Le fait d'accompagner les jeunes qui viennent à la MeSport Academy, on leur propose un environnement où ils sont encadrés par 2 coachs. Donc du coup, c'est des étudiants qui sont chez XP School. Donc précédemment, on avait Kevin justement. Et là, on a 2 nouveaux. Suite à leur contrat d'alternance, on a renouvelé 2 alternants chez XP School aussi. Donc voilà, le cadre, le fait qu'il y ait des personnes qui vont être relais, qui vont leur conseiller d'arrêter au moment justement, de savoir quand est-ce qu'il faut couper. Le fait de s'énerver sur une partie, il faut savoir couper, savoir analyser, dire que c'était peut-être sa faute, c'était pas forcément la question du jeu, ou l'autre qui a mal joué, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est des compétences, c'est un peu de quoi on parle depuis le début, c'est les compétences transversales, les soft skills, donc la communication, le decision making, donc la capacité à prendre une décision rapide et efficace et mesurée. Donc tout ça, c'est des compétences qu'on va travailler à la MeSport Academy et qui permettent à nos jeunes justement de monter en compétences. Et le petit point positif justement d'avoir un local en physique, c'est pour les personnes qui peuvent être en situation d'isolement social et qui se retrouvent dans le monde de l'e-sport. Et bien ça leur donne un local où ils voient des personnes en vrai, en présentiel, et ils ont un contact humain. Et ça permet de libérer aussi la parole pour ce type de personnes. Et bien sûr, la MeSport Academy, elle organise aussi ces événements. Donc, que ce soit en partenariat, il n'y a pas longtemps, on en a mené un tournoi qui s'appelait l'Incubateur sur Rocket League avec un auto-entrepreneur aussi, Prony. Et on organise nos propres tournois, notamment le MeSport Festival, où on a organisé 3 tournois, un sur Mario Kart, un sur Rocket League et un sur FIFA, en 2v2 pour essayer de mutualiser la compétence du travail d'équipe. On a toujours des réflexions un peu comment on travaille plus que juste l'aspect compétitif. Et là-dessus, on avait voulu travailler la mixité, qu'elle soit sociale ou aussi la mixité d'âge, je ne sais plus le terme. L'intergénérationnalité, pardon. Donc du coup, on a organisé un tournoi uniquement féminin sur Mario Kart, sachant qu'on l'a laissé accessible aussi on a laissé le tournoi Mario Kart en mixte. L'idée, c'était de créer un endroit safe où justement les joueuses pouvaient se sentir à l'aise.
Donc on a quand même plusieurs participantes et certaines qui se sont aussi inscrites au tournoi mixte. Et ce qu'on a mis aussi en place, c'est un événement inspiré des actions de la Silver Geek qu'on avait organisé avec la résidence de la marque, donc une résidence de personnes âgées juste à côté sur la ville. On avait organisé un tournoi sur Wii Bowling et la finale, elle était justement mise en place lors de l'événement. Voilà, c'était un peu complet. Silver Geek, hein, mais c'est aussi une initiative très inspirante, hein, de tournois avec exclusivement des personnes âgées, mais qui sont coachées avec des jeunes. Et donc c'est très sympa de voir justement les compétitions, notamment lors des Geek Days ici à Lille ou à la Paris Games Week. Mais voilà, ça vaut le coup de regarder. Alors je te cite, Gabin, tu disais qu'il s'agit également d'un moyen de capter l'attention d'une jeunesse sédentaire dans sa pratique, surtout depuis la crise sanitaire. Donc l'e-sport est un vecteur social fort. Voilà, est-ce que tu constates qu'il y a cette captation justement des jeunes et au service de quoi? Alors, au service de quoi? Ça va dépendre des causes qu'on défend, bien sûr. Là, moi, je vais parler de vecteur social, comme j'ai cité tout à l'heure. C'est l'inclusivité des personnes qui peuvent être justement dans ces situations d'isolement social, que ce soit parce qu'elles elles sont un peu marginalisées ou justement qui ont du mal à s'intégrer dans des systèmes parce que potentiellement des personnes qui sont porteurs d'handicap. Je pense notamment par rapport à mon vécu personnel où j'ai beaucoup joué avec des personnes qui étaient en situation d'autisme et qui avaient beaucoup de mal à s'intégrer dans on va dire, dans la vie quotidienne et dans les actions en présentiel. Et en jouant au travers du jeu, pourtant, on a eu des rapports qui étaient extraordinaires et on a beaucoup progressé ensemble. Et en fait, pour moi, l'e-sport, c'est là qu'on va se retrouver. C'est vraiment que c'est un vecteur social qui est hyper important et qui permet à beaucoup de personnes de s'y retrouver. Et on l'a même prouvé donc du coup avec les personnes âgées sur lesquelles on a réussi à les mobiliser sur un mouvement e-sport parce qu'il y avait il y avait une compétition, il y avait une récompense et les personnes qui ont participé, elles se sont vraiment pris au jeu et actuellement elles refont régulièrement des ateliers Wii Bowling et on est en train de les voir pour justement les inscrire sur le circuit Silver Geek parce que ils ont pris plaisir et ils se sont retrouvés dans ce circuit e-sport qui est en train de se stabiliser et en train de montrer ses forces et ses atouts par rapport à d'autres secteurs. Et donc toi, Kevin, quelle vision tu portes toi, en tant qu'entrepreneur e-sport à l'affût peut-être des tendances voilà, en tout cas, voilà, comment tu mets aussi en place des activités e-sport? Alors, au vu de mon expérience, en fait, et surtout, faut juste être un passionné et un fou furieux. Le terme est peut-être très fort, mais en fait, la vision, elle peut être ultra large. L'e-sport, c'est pas juste aller faire de la compétition ou faire de l'inclusion, mais aussi du développement de compétences. Mais c'est aussi créer des liens avec notamment le monde du sport. Nicolas est très expert sur le domaine. Ça va, en fait, l'e-sport c'est juste un excellent outil pour faire des projets auprès d'un public peut-être beaucoup plus néophyte. Et surtout, moi je vois sur cette vision de le monde amateur peut se glisser dans le monde pro, surtout, parce que le monde amateur est très nombreux, ils ont juste besoin d'être accompagnés sur cette thématique. Surtout comment ça va se dessiner et quelle vision que j'ai, c'est l'e-sport, ça doit être un outil qui doit être juste bien utilisé et surtout pour la jeune génération, c'est avoir un cadre, comme Afid disait. Nous, on était deux coachs au sein de la MI-Sport Academy. Les jeunes, ils pouvaient venir nous voir, nous parler. C'était vraiment très safe place, quoi. C'est surtout utiliser l'outil pour le service des jeunes, mais aussi pour lui, il y a beaucoup de cas, le jeune gagne en confiance, qui se sent plus en confiance, il va être beaucoup plus entreprenant, et c'est cette vision de l'e-sport qu'il faut vraiment développer et soutenir, quoi. Alors donc professionnel, hein, voilà, le message est passé, hein, créer les bons cadres, les bons contextes avec justement ces nouveaux outils qu'on a à disposition. Voilà, vous voulez dire un petit mot ou c'est voilà, vous avez dit... Moi, j'aimerais juste rajouter un petit peu. La ville de M le prouve à chaque instant avec la MI-Sport Academy. Et actuellement, c'est aussi en train de se développer d'un point de vue politique, d'un point de vue de la France entière.
Cette année, la MI Sport Academy, elle a été récompensée par l'Assemblée nationale. Elle a reçu le prix d'argent du prix territorial sur la catégorie prévention. Et plus que la fierté que ça nous mène, ça montre aussi que le monde de l'e-sport actuellement, c'est des choses qui sont en train d'être vraiment valorisées, que ce soit dans les communes, à l'échelle des régions, des départements, mais aussi à l'échelle de la France. La thématique de numérique, elle est omniprésente depuis plusieurs années, et on se rend compte que l'accompagnement e-sportif et de proposer des solutions comme nous on a mis en place, et ben, c'est des solutions qui fonctionnent et qui apportent de vrais résultats. Et on le prouve justement avec cette récompense qu'on a reçue. Et en plus de ça, au niveau du gouvernement, mais aussi des centres de formation tels que les CFA, ont mis un nouveau titre, un nouveau diplôme en place. C'est le titre d'animateur e-sport. En fait, c'est un diplôme RNCP de niveau 4, donc équivalent au bac. En fait, on peut former des lycéens sans diplôme ou juste des personnes qui sont un peu curieuses et se questionner sur l'animation e-sportive. Donc, il se consiste en fait à concevoir une animation, organiser un tournoi e-sport et surtout à sa gestion. Donc, il y a énormément il y a une formation qui se met réellement en place. Ça a été co-créé par l'association France e-sport et la Fédération nationale des CFA, sport, animation et tourisme. Et les organismes de formation certifiés Qualiopi peuvent mettre en place ce type d'animateur justement à destination des jeunes qui sont peut-être en décrochage scolaire, en échec scolaire, se posent peut-être des questions sur leur avenir. Et ça, ce titre-là, par un secteur qui grandit toujours et toujours plus, peut amener une solution à ces jeunes. Et c'est surtout un titre qui permet de structurer le monde amateur. C'est vraiment le cadre et l'encadrement, les mots d'ordre de ce titre, quoi. Merci Kevin, tu as eu raison de parler de ce titre parce que le secteur se professionnalise et donc on a à disposition maintenant ces nouveaux types de formations. Merci en tout cas messieurs, vous pouvez les applaudir. Et puis je vais appeler Raphaël Richard qui nous rejoint. Bienvenue Raphaël, je te donne le petit micro. Il faut bien coller parce que sinon... Ok, c'est noté. Raphaël, toi tu es membre de Badgeons les Hauts-de-France, membre de EdTech Hauts-de-France et aussi représentant de France e-sport ici en région. Alors, représentant, c'est un grand mot. Membre actif, on va dire. Voilà, membre actif. Kevin ici présent, que vous venez d'avoir aussi, et plusieurs autres acteurs également. Oui, Badgeons les Hauts-de-France, donc moi ça fait depuis le tout début que les badges, je les ai un peu intégrés dans mon écosystème. Pourquoi ? À la base, j'étais dans la médiation numérique. Donc, la médiation numérique, aujourd'hui, on se dit que le jeu vidéo peut en faire partie. Le projet Play for Change le montre très bien. En plus de pouvoir allier le jeu vidéo, simplement, dans toutes ses formes, avec de l'insertion, de la valorisation de compétences et des activités connexes, en fait, avec le monde du numérique. Et après, oui, membre EdTech depuis 1 an maintenant. Et là, du coup, c'est de se dire, voilà, je fais de l'éducation aujourd'hui autour du numérique au sens large. Et en parallèle, c'est vrai qu'il faut vraiment bien le coller. Pourtant, d'habitude, je n'ai pas besoin de micro pour parler. Et les gens nous suivent sur oui, Twitch. C'est un peu ça, d'habitude. Et donc, c'est pour ça... Donc, en fait, le lien se fait forcément avec tous les acteurs du numérique sur un territoire. Quand on va commencer à leur dire que leurs jeunes peuvent être accompagnés grâce à de l'éducation via le jeu vidéo, on a quand même une plus-value en leur disant « mais vous savez que le jeu vidéo, c'est plutôt fun, en fait, de base ». Donc, si vous voulez leur faire apprendre quelque chose d'une manière un petit peu détournée, on pourrait dire, une manière un peu plus jolie, en couleur, on va pouvoir dire oui, le jeu vidéo est vraiment quelque chose de liant en fait le numérique et les compétences qu'on peut y avoir. Parce que reconnaissance ouverte aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas un peu la définition, c'est vraiment votre parcours aujourd'hui tout au long de votre vie, vous y développez des compétences, qu'elles soient à l'école, qu'elles soient chez vous, qu'elles soient en ligne. Et aujourd'hui, en fait, on a une valorisation globale de ces compétences à mettre en avant.
On n'est pas forcément, oui, votre diplôme. Alors, on en parle quand? Dans votre CV, on va pouvoir vous mettre un diplôme. Super. Eh bien, oui, c'est un point d'entrée pour les études supérieures, pour certains postes un petit peu à fonction cadre ou autre. Mais on va se dire, OK, si on veut vraiment axer notre développement et notre compréhension de ce milieu, on va se dire, OK, les compétences, c'est peut-être le point d'entrée le plus intéressant, parce que c'est en fait les compétences que vous avez acquéries lors de ces formations et de vos diplômes qui sont déjà mises en valeur par le diplôme en lui-même. Donc voilà à peu près l'écosystème dans lequel j'évolue aujourd'hui. Alors, j'ai pas posé la question, mais c'est quoi ton jeu préféré Moi, mon jeu préféré, League of Legends. D'accord. Je le porte en fait déjà sur ma tête, c'est les casquette. championnats du monde. Les championnats du monde de League of Vive Legends. Faker, mais voilà, c'est tout. Et donc tu es entrepreneur également avec Gameline. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis des outils que tu développes, là je vous ai mis le jeu des 4 familles sur les métiers du jeu vidéo. Exactement. Bah écoutez, aujourd'hui, j'ai 3 axes de développement. L'axe numéro 1, c'est l'éducation, parce que c'est de là que je viens, simplement. Je viens de l'éducation, je viens du numérique et de son format un petit peu. Et ben aujourd'hui, j'ai dit, OK, comment je peux lier le côté apprentissage des métiers avec une forme un peu ludique? Eh bien, là, je peux vous dire que ce n'est pas encore forcément à 100% officiel, mais je suis en train de travailler sur la V2 de ce jeu de cartes avec Gaming Campus, l'école parisienne, parce que, en fait, simplement, le listing des métiers, c'est le listing de leur catalogue à cette école. Donc en fait, ça fait un lien en fait déjà avec des écoles du numérique et du gaming en général. Et je me suis dit bon, aujourd'hui, comment on y joue en fait? Il y a 4 familles, 4 familles de. Franchement, tu vois pas une slide d'après, j'imagine. Donc les 4 familles, c'est informatique, donc tous les métiers de l'informatique en général. Donc on va passer par le fameux mot développeur que nous retrouverons partout dans notre catégorie développeur, en fait, au final. Dans l'informatique, il y en a, mais de tous les domaines. On va parler de développeur UI, donc interface utilisateur. On va se dire, ah, c'est sympa. En fait, vous savez votre application mobile préférée. Vous savez, là, l'addiction, tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui ont parlé du mot addiction. Là, elle est là, hein, le scrolling infini de votre TikTok, là, c'est de l'addiction. Là, on est très difficilement déconnecté de ce média-là. Contrairement aux jeux vidéo où on peut le consommer de manière totalement normale ou passionnée. On peut être passionné. Mais bon. Et ce genre de format, j'en ai créé un autre avec les IA aussi. C'est de dire, aujourd'hui, on a des thématiques de vie, des thématiques un petit peu nouvelles. Les IA, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Et on se dit, comment je le présente aux gens? Comment je le présente aux gens? Je vais aller avec un PowerPoint. Attention, hein, je n'ai rien contre l'éducation traditionnelle aujourd'hui, mais il faut la faire évoluer. Et c'est par ce biais-là que je peux essayer aussi de dire, regardez, la preuve, je vais à Epitech cet après-midi pour faire des animations un peu plus ludiques. Donc c'est plutôt bien que ça tombe aujourd'hui. Voilà, donc c'est dans l'air du temps, quoi. Donc c'est faire prendre conscience aux jeunes que finalement derrière la pratique du jeu, en fait, il y a plein de métiers aussi. Et, exactement. Donc tu parlais de développement informatique, ensuite il y a quoi? Donc, graphisme, e-sport, bien sûr, il y a des métiers dans l'e-sport hein, qui grandissent de plus en plus parce que, comme Kevin et Gabin ont pu l'énoncer un peu, le monde sportif est en train de... Ah, enfin, d'accord, la connexion est en train de se faire réellement. On a quand même une grosse difficulté ces 10 dernières années à faire communiquer ces deux milieux. Ces deux milieux, ils étaient un peu en mode, ils sont sur des ordis, quoi, c'est super. Du coup, on est un peu en mode, on fait quoi en fait? Ce sont des nouveaux métiers. Et tout ce qu'il y a derrière, en fait, c'est les métiers du numérique en général, qui se sont transformés, comme les community managers, bien sûr, et autres. Mais comme a pu le dire Kevin, le titre animateur e-sport là, qui arrive et qui est mis en place depuis bientôt 2 mois, ça prouve aussi que l'éducation s'est enfin mis dans la compréhension en fait, de ce milieu. Ils se sont dit, il n'y a pas de vrai diplôme aujourd'hui avec ce qu'on pourrait appeler des crédits CTS, vous savez, pour l'éducation supérieure. Là, on est sur du RNCP. Et on a quand même un bon niveau et c'est un bon départ. Et
de toute façon, je pense que dans les années à venir, vous allez en voir vraiment arriver de plus en plus sur le territoire national, parce que clairement, on ne va pas se mentir que le territoire français, sur cette thématique, est une des précurseurs de l'Europe. L'Allemagne est un peu devant sur certains sujets, parce que les compétitions jeux vidéo, ça bombarde là-bas, et après les pays un peu nordiques aussi. Mais au niveau vraiment français, on a aussi une grosse sphère communication via Twitch. On a des grosses personnes quand même en France qui font rayonner ce milieu. J'ai mis une photo d'un projet aussi qui te tient à cœur, hein, vu que tu gères aussi, je pense, l'espace famille de cet événement, la Gamers Assembly qui a lieu, c'est Poitiers. Oui, écoutez, du 30, 31, 1er avril, Poitiers, je vous donne rendez-vous au Parc des Expos, il n'y a pas de souci. Moi, je vais gérer, en fait, maintenant, en fait, je me suis un peu plus spécifié. Donc, qu'est-ce que la Gamers Assembly? C'est 24 ans d'existence de la plus grande LAN party. LAN party, c'est on va se déplacer pour jouer, d'accord, et s'amuser, simplement, à la base. C'était juste des joueurs en 2000 qui se sont dit « Ah, un club informatique, c'est cool !» Ah, pas mal, un vieil ordinateur à l'époque. On était sur XP, voire Windows 95 quand il était encore là. Donc, si vous tournez encore à ça, par contre, je vous dirais de faire une petite mise à jour, si vous voulez bien. Parce que les logiciels ne fonctionneraient pas forcément de la même manière aujourd'hui. Mais sur le principe, c'est un événement, clairement, qui a fait rayonner le territoire poitevin, à la base. Au tout départ, le Futuroscope a été une étape dans l'association aussi, parce qu'il y a eu le Palais des Congrès, il y a eu le Palais des Congrès donc, du Futuroscope qui a été le lieu pendant 10 ans quasiment, et ça fait que évoluer d'une petite salle. Donc ce que Gabin disait tout à l'heure, par exemple, c'est on va commencer dans une petite ville. On va ensuite partir dans une petite salle, d'accord ? Eh bien, imaginez que je pense que ça sera exponentiel sur les années à venir, ce sera dans 5-10 ans, parce que ça prendra beaucoup moins de temps qu'à l'époque, à se lancer dans un événement ou dans un lieu qui est 10 fois plus grand, avec un public, par exemple, encore plus important. Alors voilà, je vous ai mis un autre exemple justement de lieu qui est une mission locale, hein, qui a lancé justement donc, la mission locale de Aix-en-Provence, qui a lancé la première gaming house de l'insertion. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit mot? Je peux encore plus en parler que je porte leur pins. Je porte le petit pins. Je suis allé au 1 an récemment. Ils ont fêté leur 1 an. Donc en fait, c'est une mission locale. Donc mission locale, c'est de l'accompagnement au public, d'accord, sous toutes ses formes. Donc on est sur une mission locale qui a changé un peu sa mission en disant on va utiliser un autre canal pour attirer nos jeunes et les suivre, leur donner un parcours, et en plus de leur donner un parcours, leur faire valoir leurs compétences. Parce qu'on en reste quand même sur le sujet des compétences ici. Ça veut dire qu'ils sont à Aix-en-Provence. Oui, c'est loin. Oui, c'est loin, effectivement, de chez nous. Mais ils ont rayonné en 1 an à l'échelle nationale, en se disant « Ah ouais, c'est plutôt intéressant ». Et ils ont eu vraiment un vrai crédit. Donc, ils ont des ambassadeurs et ambassadrices. Ils ont une des championnes de Fortnite. Donc, pour ceux qui ont connu Fortnite, je pense que ça devrait aller. Je ne sais pas trop si Fortnite c'est connu. Je pense que c'est un dead game aujourd'hui. Dead game veut dire un jeu mort au cas où. Non, je rigole. Mais aux États-Unis, ça marche bien. En France, on en parlera demain. Donc, on est sur quelque chose qui est plutôt sympathique parce qu'on fait de l'insertion, en fait. Mais ils ont un lieu qui est super sympa. Vous les voyez un peu en arrière-plan. Vous entrez dedans, ça fait aller 100 mètres carrés au total. C'est pas grand, d'accord. Et ils ont une salle de sport au fond à gauche avec une douche. Et déjà, rien que ça, ça donne l'aspect. Ok, t'as pas de... Tu es d'un milieu défavorisé. C'est l'endroit en fait dans lequel c'est une des banlieues de Aix-en-Provence. Et donc les personnes qui sont là-bas n'ont pas forcément beaucoup de revenus. Et ben, ils se sont dit, on va les aider. Si tu as besoin de prendre une douche, bah vas-y, prends ta douche. Tu veux faire du sport, vas-y, c'est gratuit. Et j'ai oublié, oui, c'est gratuit, l'accompagnement. Donc ils sont financés par les financeurs publics, bien entendu. Mais ils ont le club parraine. En fait, c'est un ensemble d'acteurs du territoire qui se sont réunis pour les financer.
Et ils sont 7 dedans, et c'est incroyable d'avoir vu ça, parce que c'est quand même une action territoriale importante, et ça fait rayonner en fait le sud de la France. Salut aux amis de Aix-en-Provence. Voilà, s'ils nous suivent sur Twitch, en tout cas, voilà, c'est peut-être un rêve hein, de pouvoir créer aussi cette première gaming house de l'insertion en Hauts-de-France. En tout cas, ça peut être un appel aussi aux missions locales qui nous écoutent. Oui, exactement. Avec Chris, on est sur le coup, mais on aimerait bien. En tout cas, ils peuvent nous aider aussi. Hein, ce qu'ils disaient, voilà, ils sont prêts aussi à nous aider. Voilà, est-ce que tu veux dire un tout dernier mot avant qu'on enchaîne? Non, je rigole. Écoutez, pour toute information autour des compétences, je pense que vous avez le master des compétences devant moi. Donc, si vous avez vraiment des informations autour de ça à lui demander, renseignez-vous simplement sur déjà Play for Change et tout l'arbre de compétences. On peut dire le parcours, le chemin de compétences qui a été créé. Avec Chris, on y a, je pense, mis beaucoup de temps. Et Marie, qui est là-bas, merci encore pour ces incroyables visuels. Parce que franchement, c'est elle qui a tout fait autour du visuel. Donc je vous demanderai de l'applaudir parce qu'elle a fait un super taf. Et merci à vous en tout cas. Merci Raphaël en tout cas pour ton témoignage. Alors, voilà, justement, on va présenter justement ce travail qui a été réalisé hein, dans le cadre de Play for Change hein, pendant un an pour un peu vous présenter le fruit et que vous avez justement dans les livrets que vous tenez dans les mains sur cette question de la reconnaissance et la valorisation des compétences par badge numérique. Vraiment les points clés en tout cas, les intuitions de départ, hein, c'était de dire que par une pratique, hein, on l'a dit, encadrée du jeu vidéo, les jeunes développent des compétences pouvant être potentiellement transférables dans le monde professionnel et que le jeu vidéo, c'est pas finalement la finalité, c'est bien un média, un outil qui nous permet justement de détecter, capter et accompagner ces jeunes avec des compétences qu'on ne veut pas forcément certifier, mais bien plutôt attester, de vraiment être dans cette perspective de reconnaissance ouverte où c'est le jeune qui va prendre conscience de ses talents, de ses compétences par sa pratique de jeux vidéo et que ensuite ce système-là de badge va pouvoir permettre de valoriser. Et donc cette pratique réflexive hein, que j'évoquais par la prise de conscience des compétences développées et leur mise en œuvre et la mise surtout en récit par le jeune, c'est une étape clé. Donc peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les badges numériques, hein, les open badges, rapidement, hein, pour vous donner une définition, c'est une représentation visuelle, c'est une image qui représente une réussite, un apprentissage, un talent, finalement, et ça se présente sous la forme d'une image qui est numérique, une page web dans laquelle on va encapsuler des informations. Donc c'est un standard informatique hein, créé il y a une dizaine d'années par Mozilla Firefox, hein, que vous connaissez tous, la communauté du logiciel libre, qui a développé ce standard informatique qui nous permet justement d'indiquer derrière l'image toutes des informations qui permettent de qualifier le badge numérique. Ces informations, quelles sont-elles? C'est finalement le nom du badge. Voilà, qu'est-ce que ce badge reconnaît, la description. On a des critères d'attribution, parce que voilà, comment on fait pour obtenir son badge? Il y a des critères. On a forcément un émetteur du badge, celui qui le donne, un récepteur, celui qui le reçoit, le bénéficiaire du badge, et puis une date de délivrance de ce badge. L'avantage de ce standard, c'est qu'il est facilement partageable sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur des CV, et également on peut y ajouter des preuves, de la documentation, des photos, des vidéos, des images, des musiques, etc., qui permettent aussi d'intégrer la dimension de portfolio, de portefeuille, d'expérience associée à son badge numérique. Donc avec un badge, hein, c'est un peu un couteau suisse de la reconnaissance parce qu'on va pouvoir y reconnaître énormément de choses différentes, que ce soit des compétences, des rôles, des projets, des engagements, des contributions, des parcours, des centres d'intérêt, des réalisations, des soutiens, des participations ou le fait d'être membre, par exemple, à tel ou tel projet ou organisation. Donc le badge hein, derrière, en fait, qui est finalement l'outil, c'est bien la question de la reconnaissance et de la confiance qui est vraiment la clé finalement entre celui qui donne la reconnaissance, celui qui le reçoit, et le badge permet de garder cette trace numérique de cette reconnaissance. Donc à quoi ça sert finalement en termes d'usage hein? On l'utilise beaucoup dans l'apprentissage et l'éducation avec cette dimension de motivation parce que
c'est vrai que dans les techniques de ce qu'on appelle de gamification, de ludification des apprentissages, donc comment on s'inspire du jeu vidéo pour développer des leviers, l'accomplissement en est un, et de pouvoir montrer un accomplissement et une progression de l'apprenant, ça permet justement de motiver un peu plus les personnes. Et puis, on peut aussi l'utiliser, parce que le badge est un réceptacle d'une reconnaissance qui peut être formelle, comme un certificat ou un micro-diplôme, qu'on peut aussi porter via le badge, mais aussi dans le cadre de la reconnaissance plus informelle ou plus ouverte, de pouvoir en tout cas reconnaître et valoriser les talents de l'individu. Donc ça sert surtout parce que généralement, nos talents développés dans des cadres plutôt informels, comme le jeu vidéo par exemple, ça représente peut-être 90% de nos apprentissages, parce qu'on apprend par la pratique, on apprend par les projets, on apprend par l'entourage, nos interactions sociales. Mais ce qui est visible, généralement, c'est plus le diplôme, l'apprentissage dit formel, qui représente que peut-être 10% de nos apprentissages, alors que voilà, cette visibilité des apprentissages informels, si on reprend la métaphore de l'iceberg qui est sous la partie visible, elle est quasiment invisible. Donc le badge va permettre de rendre visible cet invisible et de pouvoir justement rendre visible ces apprentissages informels. Alors techniquement, on utilise des plateformes tout simplement en numérique pour gérer, créer son système de badge. Et puis il y a d'autres plateformes qu'on appelle les sacs à badge ou les portfolios de badge ou les backpacks en anglais pour récolter, gérer et afficher en tant qu'individu ces badges numériques. Donc ici en France et en Europe, on utilise principalement une solution qui s'appelle Open Badge Factory, qui permet aux organisations de créer les badges numériques et puis de les octroyer aux individus qui peuvent ensuite les valoriser sur leur passeport de badge, qui est une forme de réseau social qui est gratuit et qui nous permet ensuite de les interconnecter avec ces réseaux sociaux, de créer un CV sous forme de badge, d'avoir une galerie de moteurs de recherche avec plein de badges qu'on peut aller chercher, et de plus en plus d'organisations en France et dans le monde s'y mettent, et puis de pouvoir aussi avoir des cartographies des personnes qui possèdent les mêmes badges pour aussi travailler cette notion territoriale, notamment de territoire apprenant et reconnaissant. Donc voilà, avec ces badges, le bénéficiaire va pouvoir les retrouver dans la galerie, sur un site web, ça génère des QR codes, les mettre sur son CV, créer une page avec ces badges ou bien directement sur les réseaux sociaux. Tout est interconnecté. Donc on a commencé à créer des badges. Là, c'est un exemple de badge qui s'appelle Gamer Conscient, que vous pourrez obtenir au cours de la journée, qui est tout simplement un badge qui permet d'attester que le joueur a pris conscience finalement de sa pratique du jeu vidéo et du développement de certaines compétences qui peuvent être justement transférables. J'aurai l'occasion aussi d'intervenir à Ludinor Pro, peut-être aussi un petit coup de com' pour Ludinor, qui justement est un événement qui a lieu en avril à ISG Lille et qui va permettre aussi d'aborder tous ces aspects de gamification au-delà des badges, mais qui est aussi un sujet qui monte énormément, notamment dans le monde professionnel. Donc vous avez entre les mains le livret Open Badge qui permet justement de retracer l'ensemble des badges qui ont été développés. Et donc avec Raphaël, on a travaillé déjà un benchmark de comment est né ce livret, déjà d'un travail de ce qui existait déjà en termes d'événements e-sport et emploi, de pouvoir aussi voir les outils, les études scientifiques et les initiatives qui existaient dans le domaine, de voir aussi qu'il y avait des applications comme Skilleo qui est utilisé dans le recrutement, ou Kirae qui est une petite application qui permet de développer des soft skills avec des mini-jeux, de pouvoir justement dire qu'il y avait déjà un écosystème existant et de voir quelles compétences étaient valorisables, avec aussi les travaux de Nicolas Bezombe, que vous avez eu tout à l'heure, qui a beaucoup étudié justement les différents domaines de compétences associés aux jeux vidéo, les profils de joueurs aussi, la grille de Bartle par exemple, et les grilles qu'ont utilisées notamment Vegassi, que vous avez vu tout à l'heure à FID, la fiche de suivi, etc. Et de tout ça, on l'a transformé finalement en livret Open Badge où en première page, vous pouvez définir un peu votre profil finalement en tant que joueur, mettre votre petit avatar, définir, est-ce que vous êtes plutôt un accomplisseur, un explorateur, un socialiseur ou un tueur dans le cadre de la matrice de Bartle. Et au-delà de ça, de commencer à se poser des questions sur sa pratique finalement du jeu vidéo.
On a travaillé ce référentiel de compétences, hein, de pouvoir vraiment identifier c'est quoi les grands domaines de compétences. Hein. Par exemple, tout à l'heure, Axel a parlé de la pratique de l'anglais, donc les compétences plutôt linguistiques, hein, les compétences physiques, les compétences sociales, cognitives, qui ont aussi été évoquées dans les jeux de combat, artistiques, créatives, émotionnelles. Et ça, pour pouvoir le transformer de façon ludique, et voilà, on a créé ce système de badge hein, que Marie, voilà, qui est graphiste chez Trésorium, a ensuite conçu graphiquement. Vous avez cette infographie-là que vous pourrez retrouver dans le livret, et donc de pouvoir aussi proposer finalement, dans le cadre de Play for Change, un véritable parcours de progression entre le fait de s'engager dans le dispositif, un jeu joue le jeu, d'avoir ce badge de gamer conscient qui est vraiment grand public pour le coup et que tout le monde peut accéder. Un badge aussi sur la quête, le projet professionnel du jeune, voilà, de commencer à se poser ces questions et comment le badge peut être ce prétexte à aussi aborder ces questions professionnelles et encapsuler son projet pro dans le badge. Et puis toute une série là, des badges de domaine de compétences qui permet à partir d'un certain moment d'obtenir un badge un peu de certification, en tout cas du parcours, de réussite tout simplement. Et donc pour obtenir les badges de compétences, là vous avez besoin d'un code qui est transmis par le coach Play for Change. Donc voilà, si vous voulez appliquer le projet dans vos structures, vous nous contactez et puis on vous donnera les accès pour débloquer notamment les formulaires des badges de compétences. Mais voilà, le premier badge Gamer Conscient, il est accessible à toutes et tous. Et puis on a aussi travaillé, parce qu'on a travaillé initialement avec des jeunes en situation de handicap, avec l'EPNAC. Et c'est vrai que voilà, il y a des jeunes aussi en situation d'électronisme, et donc on a aussi décidé de faire des badges physiques et des diplômes aussi physiques pour, au-delà du badge numérique, de travailler vraiment la reconnaissance. Et donc on a pu aussi voilà, faire cette transmission à ces jeunes, hein, où ils étaient vraiment très fiers d'avoir justement obtenu leur mini-diplôme avec voilà, toute l'équipe de Play for Change. Et donc je dirais qu'au-delà de tout ça, ça permet surtout de développer l'estime de soi, la confiance en soi. Et finalement, voilà, tout le monde peut progresser et avancer avec cette pratique du jeu vidéo. Donc, enfin, voilà, pour un peu entamer cette conclusion, on a besoin de vous, tout simplement, et notamment vis-à-vis du système de badge. Hein, là, il est émis par Play for Change, mais dans le système de badge, on peut intégrer justement ce qu'on appelle les endossements, c'est-à-dire la recommandation de l'écosystème des partenaires du projet envers les badges. Et si voilà, vous partagez un peu ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui et que vous reconnaissez finalement la valeur du projet, vous pourrez, en tant que structure, être visible sur les badges émis par le projet via le système d'endossement. Pour vous montrer un exemple, là je vais revenir dessus, mais globalement les JO ont créé, donc Paris 2024, un premier badge de manager inclusif, par exemple. Et donc c'est un badge qui est endossé, par exemple, par des entreprises comme Carrefour, une association IMC Alternance, par Orange. Donc ça se présente là sous la forme des petites icônes des poignées de main, ce qu'on appelle les endossements. Et donc voilà, des différentes organisations endossent finalement, comme là ici la GFIP, l'organisation Paris 2024. Et donc tous les badges vont pouvoir être visibles avec aussi ces organisations. Donc ça se présente de cette manière. Et ça me fait penser, donc il y a un petit clin d'œil aussi à Badgeon les Hauts-de-France, hein, qu'a évoqué Raphaël. Hein, voilà, avec Sandra aussi ici présente, on a l'occasion de co-animer ce collectif régional. Il y a aussi Sylvie, voilà, il y a des représentants voilà, qui s'intéressent justement à ce sujet des badges numériques plus largement que le jeu vidéo, hein, dans les domaines de l'éducation, l'insertion, l'engagement bénévole, l'entrepreneuriat, l'illettrisme et l'électronisme. Et donc l'idée, c'est de mettre en commun ces badges pour créer des badges qui sont partagés à échelle d'un écosystème afin de développer leur valeur, parce que voilà, si tout le monde crée des badges dans son coin, les badges auront moins de valeur que s'ils sont partagés à l'échelle d'un collectif, ce qui demande voilà, de l'intelligence collective. Mais voilà, cette initiative a été lancée en mai 2021, ici au Cube de Tourcoing. Donc voilà, ça nous permet de faire la boucle. La boucle est bouclée. Donc voilà, créer ensemble en tout cas un écosystème de reconnaissance. Hein, c'est un peu mon invitation aussi pour vous, pour les professionnels. Donc voilà, je vous renverrai un petit mail pour vous demander si vous souhaitez justement que vos structures puissent endosser le système de badge de Play for Change pour ensemble créer plus de valeur dans cet écosystème.
Alors peut-être, je ne sais pas si, est-ce que voilà, certains d'entre vous sont déjà intéressés, hein, levez la main si voilà, ça vous parle. En tout cas, voilà, bah, merci. Je pense qu'on va avoir un bel écosystème de reconnaissance entre nous. Voilà, alors je vais regarder un peu le timing, hein, parce qu'il est déjà 12h16. Peut-être on peut se laisser 5 minutes, hein, tout simplement, des réactions à chaud. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette matinée? Est-ce que vous avez appris des choses, tout simplement? Voilà, quelques mots. Qui veut prendre la parole? Vous voulez? Non? Qui voudrait voilà, réagir à chaud, comme ça, avant qu'on passe à la suite? Ici, David. Hop. Alors, ça a été enregistré effectivement, hein, sur Twitch, donc vous aurez le replay, ne vous inquiétez pas. Et puis je pourrai vous envoyer les slides si vous le souhaitez. Et le livret aussi en version numérique, forcément. Anthony, un petit mot? Juste dire que t'es égal à toi-même. Tu as invité un grand panel de personnes qui étaient super enrichissantes, effectivement. Moi, je viens pas du jeu vidéo, je suis fonctionnaire territorial, mais ça fait un moment aussi qu'on travaille ensemble sur les open badges. C'est une nouvelle forme de promotion de cette attestation de compétences. Donc, on fonce, quoi, on continue. Oui, c'est un chemin qu'on poursuit. Et ici, ça a été une bonne étape, hein, dans le projet. Est-ce que vous voulez réagir? Non. Ah, quelqu'un d'autre à chaud? Non, pas de réaction. Mais en tout cas, voilà, j'espère que déjà cette matinée, bah, ça a pu, en tout cas, vous avez pris plaisir tout simplement à y assister autant que j'ai pu l'animer. Alors la suite du programme, c'est voilà, le cocktail, hein, qui sera servi à partir de 12h30 au rez-de-chaussée du Cube jusqu'à 14h. Et puis cet après-midi, hein, les ateliers ludiques intergénérationnels, parce que de nombreux jeunes vont aussi nous rejoindre. Et donc l'idée, ça va être faire des petites équipes, hein, à partir de 4 personnes. Il y aura des stands au 2e étage du Cube, une quinzaine de stands. Et l'idée, c'est que vous puissiez, sur chaque stand, développer un type de compétence. Voilà, il y aura des petits défis, il y aura des petites choses à gagner, tout simplement. Et voilà, on vous invite de 14h jusqu'à 17h. Le gros se fera de 14 à 16, mais voilà, vous pouvez rester en tout cas toute cet après-midi. Merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis sur Twitch. Voilà, j'espère que ça a été agréable de votre côté. Et puis voilà, demandez votre badge, hein. Je vous ai remis le lien de Gamer Conscient. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez l'obtenir. Merci à vous, bonne suite de journée et puis à très bientôt.